Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue au public présent dans la salle. Pour ce dernier rendez-vous du Conseil municipal de l'année 2021, qui se déroule de nouveau sur une formule mixte, à la fois un peu en présentiel et également en visio. Voilà. Comme on a un ordre du jour assez chargé, je vais vous proposer qu'on attaque sans plus attendre cette séance. Je vais donc vérifier le quorum dans l'appel. Donc Pierre Montagnon, Sylvie Pierradinalo, Sylvain Timoé, devant. Nadia Kamala de Souda, présente. Philippe Bonnefond, Présent. Ray Raissa. Elle est présente, elle a le micro. Ah, Elle est connectée. Hein. Elle est connectée. Donc elle est présente. Francis Guillochon, présent. Manélie Buisson sera peut-être en retard, mais elle a donné le pouvoir au cas où à Jean-Patrick Bonnier. Christian Meillac, Marie-Françoise Bonny, je l'ai vu, me semble-t-il, en vidéo. Marie-Françoise. Véronique Coulon, Catherine Coulon, Alexandre Da Silva. Bonjour, présent. Bonjour Alexandre. Chantal Debord. Présente. Karine Depiné. Linda de Matos. Absente. Est-ce qu'elle a donné un pouvoir? Alors, normalement, elle devait arriver, mais comme elle faisait nounou, c'est le problème souvent. Alors, peut-être qu'elle arrivera en retard ou qu'elle se connectera, mais je l'ai eu il y a quelques minutes, comme quoi elle attendait son fils pour venir récupérer les petits. Mais bon, on verra par la suite, mais si elle n'est pas là, bon, c'est pas grave. Luc Debert. Fatima El Othmani. Thierry Giraud. Il est parlé. Thierry, branche ton micro. Il est là. Il est là. Jean-Patrick Grenier. Thierry Grenier. Thierry Grenier. Ouais, on a un utilisateur de Zoom qui n'a pas donné son identité. C'est Alexandre Da Silva qui est marqué utilisateur de Zoom. D'accord. Lionel Laflanche. Présent. Janine Lavalou. Grégory Lépée. Luc Alvarez. Présent. Christian Chambon. Présent. Martin Didier. Il va arriver. Et Sylvie Mouton. Présente. Catherine Pépin-Verdière. Présente. Estelle Saez. Présente. Michel Soulier. Pas de pouvoir. Alexandre, Chantal. À ma connaissance. Et Nassima Tchouli. Présente. Bien. Alors, nous vous proposons comme secrétaire Christelle Saez. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Christelle sera la secrétaire de séance. Je vous propose ensuite d'adopter le compte-rendu du conseil municipal du 15 novembre dernier. Y a-t-il des abstentions? Oui. Luc Lévy-Alvarez. D'accord. Je l'ai. Des votes contre? Donc le rapport est adopté.
Aucune abstention. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour de ce conseil municipal du 20 décembre 2021. Donc, compte rendu des décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal, demande de subvention auprès de la DRAC au titre du programme d'aide à la restauration et à la numérisation du patrimoine artistique. Droit de préemption du bien situé 9028 rue de l'Étincelle et champ de loge cadastré AC numéro 139 et 140. Chapitre Finances intercommunalité. Premier rapport, lancement d'une procédure d'élaboration d'une convention territoriale globale 2022-2026 entre les communes d'Olna, de Jarza et la CAF de l'Homme. Deuxième rapport, approbation de l'acte constitutif et d'adhésion au groupement de commande solaire d'Homme. Rapport numéro 3, approbation de la convention d'adhésion au service commun d'autorisation des droits des sols. Rapport numéro 4, signature de la convention avec Clermont, Auvergne Métropole, plan intercommunal de sauvegarde. Rapport numéro 5, dotation de solidarité urbaine 2019 et 2020, rapport annuel d'emploi. Numéro 6, décision modificative numéro 3, budget municipal. Numéro 7, information marché public. Chapitre personnel, rapport numéro 8, organisation du temps de travail, passage aux 1607 heures annuelles. Rapport numéro 9, création d'un poste d'adjoint technique, PEC. Rapport numéro 10, renouvellement d'un poste d'adjoint technique, PEC. Rapport 11, modification du tableau des effectifs, création de poste. Rapport 12, modification du tableau des effectifs, transformation de poste, pérennisation. Rapport 13, modification du tableau des effectifs, transformation de poste, concours. Chapitre divers, rapport numéro 14, dénomination d'un lieu, et rapport numéro 15, dérogation au repos dominical. Y a-t-il des questions concernant cet ordre du jour? La question, je vous propose de la noter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport du jour est adopté. Y aura-t-il des questions diverses? Oui. Oui. J'aurais 3 questions. Avez-vous des nouvelles du site de Luxfer à Gerza? Avez-vous des résultats suite à la contamination des sols sur le site de Luxfer et autour de Luxfer? Et comment se fait-il que notre voisin Sebaza soit le nouveau site de Luxfer et pas nous? C'est tout. C'est 3 questions, ça, ou c'est une seule? Il y a 2 questions concernant Luxfer, Alexandre, c'est ça? Ouais, il y en a 2. Alors la première, c'est avez-vous des nouvelles sur le site de Luxfer? Oui. La deuxième, c'était avez-vous eu les résultats de la contamination de la pollution des sols du site de Luxfer et autour? Ouais. Et la troisième, c'est comment se fait-il que notre voisin Sebaza a trouvé un site pour Luxfer et pas nous? D'accord. Ok. Y aura-t-il d'autres questions diverses? Oui, pour Luc Lévy-Alvarez. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un point sur les travaux effectués par le conseil, par la métropole, pardon, dans le cadre des transferts de compétences voirie? Je pose la question en raison des difficultés que connaît aujourd'hui la métropole en matière d'ingénierie, et je voudrais savoir où est-ce qu'on en est des travaux compte tenu de la disponibilité actuelle des services de la métropole. Très bien, d'autres questions? Pas d'autres questions? Ok. Dans ce cas, je vous propose qu'on attaque l'ordre du jour. Donc, le premier point consiste à vous rendre compte des décisions prises par le maire le 15 novembre 2021 et le 20 décembre 2021. Donc, il y a notamment un dépôt de demande de subvention qui a été déposé auprès de la DRAC au titre du programme d'aide à la restauration et à la numérisation du patrimoine archivistique. Donc, une demande de subvention qui porte sur un budget prévisionnel qui s'établit à 3 994,56 € éligibles.
comme suit. Donc, ça concerne la restauration de 42 parchemins, donc pour un montant total de 3 994,56. Et donc, sur la base de cette somme, on a déposé une demande de subvention à hauteur de 30% auprès de la DRAC, qui représente une demande de subvention d'un montant de 998,64 €. Donc, le reste à charge pour la commune, à 70%, sera de 2 330,16 €. Et ensuite, une deuxième décision qui concerne le droit de préemption du bien situé 9028 rue de l'Étincelle et Champ de Loche, cadastré AC numéro 139 et 140, une surface totale de 1013 m² au prix de 5 000 €. Et cette acquisition donc, entre dans le cadre des aménagements urbains projetés par l'OAP communal dénommé Nouveau Quartier Ouest Champ de Loche, secteur numéro 1. La commune doit acquérir cette propriété afin de poursuivre l'aménagement projeté dans son plan local d'urbanisme. Une décision qui date du 6 décembre 2021 et la précédente était datée du 30 novembre 2021. Voilà pour ce qui est de ces deux informations. Ensuite, donc, on entame le chapitre finances, intercommunalité. Lancement d'une procédure d'élaboration d'une convention territoriale générale 2022-2026 entre les communes d'Aulnat, de Jarza et la Cade du Puy-de-Dôme. Et je donne la parole à Sylvie Guérin-Dinalo. Le contrat enfance-jeunesse a été la démarche contractuelle majeure portée par la Caisse d'allocation familiale afin d'encourager le développement des services aux familles en matière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse. Cet outil a toutefois été régulièrement remis en question du fait notamment de sa complexité et de sa lourdeur de gestion. La Caisse nationale d'allocation familiale, afin d'optimiser la gestion de ce type de contrat et l'organisation de ses équipes, a donc fait le choix de faire évoluer les CEJ vers un nouveau cadre d'intervention assujetti à l'élaboration d'un projet social de territoire partagé, la Convention territoriale globale, la CTG. Ce nouveau dispositif vise à mettre en place une démarche de diagnostic partagé et à favoriser l'émergence d'une démarche de projet à l'échelle supracommunale dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. En ce qui concerne notre commune, après un premier temps de présentation de la démarche et un travail de concertation et d'échange avec plusieurs collectivités du bassin de ville nord et nord-est de la métropole, il est clairement apparu que l'échange territorial est plus pertinent pour la future CTG 2022-2026 et celui regroupant les deux communes d'Aulnat et de Jarza. La convention qui portera sur ce périmètre permettra de traduire de façon concertée avec la CAF les orientations stratégiques à poursuivre, que ces dernières soient communes aux deux collectivités ou propres à seulement l'une d'entre elles. Elle regroupera sur un même document les champs suivants: petite enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, l'accès aux droits. Les actions communes Aulnat-Jarza pour 2022-2026 couvriront plus spécifiquement les thèmes d'intervention suivants: la politique de la parentalité, l'accompagnement de la jeunesse, les 12-25 ans, l'accompagnement. Cette première CTG Aulnat-Jarza 2022-2026 comprendra aussi comme premier objectif la réalisation d'un diagnostic social complet et co-construit du nouveau territoire. La CAF du Puy-de-Dôme devrait s'engager à participer financièrement à ce travail indispensable dans lequel Aulnat et Jarza avaient déjà lancé des réflexions ou des actions liées à la réalisation d'une analyse des besoins sociaux. La CTG matérialisera également l'engagement conjoint de la CAF du Puy-de-Dôme et des deux collectivités signataires à poursuivre leur appui financier au service des familles, au service aux familles. La signature de cette CTG concerne le maintien du financement du CEJ qui arriveront à échéance au 31 décembre 2021 pour la commune d'Aulnat et le 31 décembre 2022 pour celle de Jarza. Au vu des éléments présentés, et suite, alors là, il y a une petite notice, donc ça ne nous concerne pas. Autoriser monsieur le maire et son représentant à signer la convention territoriale globale de la CTG et tout avenant entre la commune d'Aulnat, la commune de Jarza et la CAF du Puy-de-Dôme pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. S'engager à élaborer et signer la convention territoriale ayant pour signataire la commune d'Aulnat, la commune de Jarza et la CAF du Puy-de-Dôme avant le 30 juin 2022. Vous avez la liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences des communes. Donc, on a l'outil actuel magique, le RAM qui s'appelle maintenant relais petites relais petite enfance.
et l'ANSH qui englobe l'extrascolaire, le périscolaire et l'accueil des adolescents. La collectivité finance également un groupe de coordination enfants-jeunesse. Bien, merci Sylvie. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, s'il vous plaît. Olivier Alvarez, je peux y aller? Oui, oui. Alors, j'ai pas entendu, pardon. C'est bon? Oui, oui. Oui. Alors, j'ai dans un premier temps des observations précises et puis des questions, et puis ensuite une observation beaucoup plus générale, mais j'attendrai la réponse avant de faire cette observation générale. Sur les questions précises, bon, moi je me réjouis de cette délibération qui met en œuvre concrètement une politique de l'enfance qui existait auparavant, mais qui est retraduite au travers d'un contrat territorial, puisque c'est la nouvelle forme que nous impose la CAF. Dans les explications qui nous sont données dans ce rapport, on met en évidence surtout les soucis de gestion de la caisse d'allocation familiale, ce qui est effectivement une réalité. Par contre, il y a une autre raison pour la mise en place de ces contrats territoriaux qui n'apparaît pas dans ce rapport et qui me semblerait intéressant de mettre en évidence. C'est le fait que dans nombre de petites communes, des contrats enfance, puisque c'était le nom des contrats auparavant, étaient redondants entre les communes et que l'optimisation entre les différentes communes n'avait pas lieu. Et le fait de mettre en place un contrat territorial de cette nature, ça permettait d'optimiser les actions menées par les différentes collectivités pour s'assurer d'une véritable complémentarité entre les communes signataires du contrat. Et j'avoue qu'à la lecture de ce rapport, cette complémentarité, je ne l'ai pas bien vue, elle ne m'apparaît pas très évidente, elle n'a pas été explicitée. Et donc, j'aurais voulu savoir si le travail qui avait été fait avec la commune d'Aulnat avait porté sur cette optimisation. La deuxième observation, c'est qu'un contrat territorial, comme son nom l'indique, c'est un contrat de territoire. Et je trouve dommage qu'en matière de politique de jeunesse et d'enfance, on se cantonne à un territoire aussi limité que Aulnat et Gerzat, alors que d'autres communes limitrophes auraient pu rentrer. Donc, j'aurais voulu savoir quels étaient les contacts que vous aviez établis avec Sébaza, Malintra et que sais-je, les communes limitrophes, pour essayer de mettre en place ce contrat territorial afin de s'assurer qu'on puisse offrir à l'ensemble de la population du territoire, autre que communal, un ensemble de services complémentaires et intéressants. Voilà, c'est pour les deux premières observations. J'en aurai une troisième, mais j'attends peut-être d'abord vos explications sur ces deux premiers points. Alors, moi, je vais déjà répondre pour partie sur le bien fondé du rapprochement avec Aulnat. Dans un premier temps, il y a même une réflexion qui a été engagée à l'échelle de 4 communes. En l'occurrence, au départ, autour de la table, on avait aussi l'Ample du Château. Et il s'est avéré rapidement que ça serait assez compliqué d'arriver sur un projet concerté à l'échelle des 4 communes. Donc, du coup, d'un commun accord avec les 4 municipalités, Pont du Château va continuer à travailler avec Landes et nous, on va continuer à travailler avec Aulnat, considérant qu'on a effectivement un certain nombre de proximité, de problématiques communes avec la commune d'Aulnat. On a un peu la même typologie de population, mais les deux sont départements à avoir des quartiers qui ne sont pas en QPV, mais qui sont en quartier de veille. Donc, on a déjà en réflexion d'autres projets de collaboration, notamment s'agissant de la sécurité avec le projet de mutualisation de services de police municipale. On a également engagé une réflexion pour voir comment on pouvait renforcer notre collaboration s'agissant de nos services d'aide à domicile. Donc, le rapprochement avec Aulnat, il s'est fait presque naturellement. En plus, on est sur 2 communes qui sont sur le même bassin de vie et qui sont sur le même territoire cantonal. Voilà. Après, je pense que Xavier peut aussi compléter de son côté. Moi, je vais répondre plutôt sur le côté optimisation. Vous avez pu constater que dans la CTG, il y a un volet audit. Donc, avant d'attaquer l'optimisation, l'idée, c'était d'abord de faire un audit commun entre Gerzat et Aulnat. Donc, un audit qui serait peu ou prou de l'ABS
et qui ira un petit peu plus loin. Et à l'issue de l'audit, effectivement, il y a bien une volonté d'optimiser les services et de voir quels pourraient être les rapprochements qui pourraient être faits ensuite. Donc, il y a bien une volonté d'optimisation. Et une fois que l'audit sera fait. Merci Xavier. Sur la deuxième partie de mon intervention, j'ai la parole. Oui. 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 Alors, c'est plus une réflexion de fond, mais notre directeur général vient de répondre en partie sur la première partie, c'est-à-dire sur le fait qu'un diagnostic doit être réalisé et que l'optimisation des services dépendra de cette analyse, de ce diagnostic. Ça, je l'entends très bien et effectivement, ça me semble être une bonne idée. La question que je me posais, c'était est-ce que ce diagnostic sera rendu public au niveau du conseil municipal avant toute prise de décision concernant la signature du contrat proprement dit. Et la deuxième observation, qui est beaucoup plus problématique et qui est aussi liée à ce que je viens de dire, c'est que dans ce projet de délibération que vous nous soumettez, monsieur le maire, il est fait état d'une délégation que l'on donnerait, si on approuvait la délibération, pour approuver ce contrat. Il y a à la fois un aspect, je dirais, politique général qui se pose et à la fois un problème juridique. Sur l'aspect politique, il me semble délicat de vous donner un blanc-seing à ce stade-là du travail, dès lors que le conseil municipal n'a pas encore été saisi ou informé du diagnostic territorial que vous envisagez de faire. Je ne vois pas comment vous pourriez avoir une délégation pour signer un contrat engageant la commune sur plusieurs années, alors que le conseil municipal n'aura pas été amené à discuter des résultats de ce diagnostic et à en tirer les leçons pour la mise en place d'une nouvelle politique. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, je pense que cette délibération telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, et je le rappelle, je suis extrêmement favorable à ce type de contrat et à la démarche que vous avez engagée. Donc, ne vous méprenez pas sur le sens de mon intervention, je soutiens totalement la démarche. Par contre, sur la délibération, il nous est proposé de donner une délégation au maire pour finaliser ce contrat et engager la commune de manière pluriannuelle sur le plan budgétaire. Or, je vous rappellerai que les délégations données au maire ne peuvent se faire que dans le cadre du 2122 du Code des collectivités territoriales. Cet article comporte 29 alinéas, si ma mémoire est bonne, et aucun de ces alinéas ne vous autorise à recevoir ce type de délégation. Donc, j'aurais voulu avoir des précisions juridiques sur la portée de cette proposition et sur sa légalité. Pour ma part, je considère que vous ne pouvez pas recevoir ce type de délégation de la part du conseil municipal. Et dernier point, mais qui est un point de pure forme, mais qui est peut-être lié à ce rapport, c'est que dans le rapport, il y a une annexe 2 qui figure, mais il n'y a pas d'annexe 1. En tout cas, on ne nous l'a pas transmise. Donc, je voulais savoir si l'annexe 1 comportait quelque chose qui nous permettait de nous prononcer. Ça, c'est une copie. Et là, c'est l'annexe. Numérotation. Je n'ai pas entendu la réponse. C'est une erreur de numérotation? Je sais pourquoi il n'y a pas d'annexe 1. Parce que l'annexe 1, c'est les équipements d'Olna. Et j'ai pas, quand on a monté le dossier, il ne nous a pas semblé utile de mettre les équipements d'Olna, c'est pour ça. Et l'annexe 1 concernait Olna, et la deuxième, c'est l'ordre alphabétique. Donc l'annexe 1, c'est Olna, et l'annexe 2, c'est Verdun. D'accord. Donc, il suffirait simplement de préciser que l'annexe 1, c'est les équipements d'Olna, quoi. Pour qu'il n'y ait pas de confusion.
Bon, pour ce qui est des éléments de diagnostic, on pourra sans difficulté les porter à la connaissance du conseil municipal et du conseil municipal. Après, pour ce qui est de la signature de la convention, il faut quand même qu'on ne perde pas trop de temps parce que alors nous, on a une convention qui court avec la CAF jusqu'au 31 décembre 2022, mais Olna, la date de fin de sa convention, c'est le 31 décembre 2021. Et là, on est sur des délais un peu contraints, qui nous sont imposés par la CAF. Voilà. Donc, on fait aussi avec les règles du jeu qui s'imposent à nous. Si je peux me permettre, monsieur le maire, ça n'est pas à la CAF à déroger au Code général des collectivités territoriales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez rappelé, en ce qui nous concerne, je comprends que pour l'UNA, ce soit urgent, mais en ce qui nous concerne, nous avons plus d'un an devant nous. Et troisième point, j'insiste sur le fait que la signature de cette convention va avoir un impact budgétaire et que le Code des collectivités ne vous autorise pas à recevoir une délégation dans ce sens-là. Hein. Donc, par contre, monsieur le maire, je pense que pour poursuivre nos discussions, qui, une fois de plus, je le répète, hein, ne vous méprenez pas, sont fort intéressantes et fort importantes pour la commune de Gerzat, je pense que pour pouvoir poursuivre ces discussions et montrer la bonne volonté du conseil municipal, on pourrait très bien se contenter d'approuver le principe d'une mise en place d'un contrat territorial et qui ne sera approuvé qu'une fois que celui-ci aura été rédigé et soumis à l'approbation, à la connaissance du conseil municipal. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait très bien délibérer sur notre volonté d'aller dans ce sens-là et de travailler dans ce sens-là et de mettre en place un diagnostic territorial, puisque c'est ça la première phase telle que l'on nous l'a expliqué, mais qu'on se réserve le droit ensuite, en fonction de ce diagnostic présenté au conseil et discuté en conseil, et au vu d'une délibération concrète sur le contrat précisant les engagements financiers de la commune, à ce moment-là, on se prononcera en toute connaissance de cause. Passe au vote. Bien. Moi, effectivement, alors après, le seul souci, c'est que si on ne respecte pas les engagements vis-à-vis de la CAF peut aussi dire, dans ce cas-là, voilà, on fait marche arrière, mais aussi sur nos engagements. Il n'est pas question de ne pas respecter nos engagements vis-à-vis de la CAF. Il est simplement, d'expliquer à la CAF qu'on a un code à respecter. Hein. Je ne sais pas si cette convention, si cette délibération, c'est eux qui vous l'ont proposé, mais si c'est le cas, bah c'est dommage, parce que pour moi, elle n'est pas légale. Et d'autre part, il est question de réaffirmer clairement auprès de la CAF qu'on est partie prenante dans ce contrat, on le souhaite, mais qu'on veut faire les choses correctement et proprement. Non, mais je crois que dans un premier temps, il faut qu'on formalise l'engagement auprès de la CAF et qu'on formalise également le partenariat avec la Olna. Et après, dans un deuxième temps, effectivement, on verra sur la base du diagnostic qui sera effectué, concrètement, sur quel type d'action et d'utilisation on peut s'engager. Mais moi, aujourd'hui, alors après, on va le mettre au point, mais ce que je vous propose, c'est de formaliser, c'est l'intitulé d'ailleurs, c'est le lancement d'une procédure d'élaboration d'une convention territoriale, c'est ce qu'on va vous proposer de voter. Non, mais l'important, ce n'est pas le titre. L'important, ce n'est pas le titre, c'est ce qui a été écrit. En fait, on vous autorise à signer une convention qui ne nous a pas été soumise. D'accord? Et ça, ce n'est pas possible. Et, monsieur le maire, vous pouvez passer en force parce que vous avez la majorité politique, mais en ce qui me concerne, c'est une délibération, si elle devait être adoptée dans ces termes-là, que je soumettrai au contrôle de légalité du préfet. Hein, parce que ça n'est pas possible. Pour l'instant. Sauf si on m'explique que juridiquement j'ai tort, mais pour l'instant, je n'ai pas entendu d'argument juridique qui aille à l'encontre de ce que j'ai affirmé. Bon, on va en rester là, si vous êtes d'accord, M. Lévy. Je vais mettre cette proposition aux voix. Donc, qui est contre? Personnellement, je suis contre. D'accord. Qui s'abstient? Personnellement, je suis contre, Chantal. D'accord. Que 3.
D'accord? Et côté d'argent également. Ok. Oui, d'accord. Très bien. Le rapport suivant, le numéro 2, approbation de l'acte constitutif et d'adhésion en commande solaire d'homme. Est-ce que Raïssa nous a rejoint? C'est la l'usage de son micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Oui. Bon, parfait. Vous me dites dès que ça coupe, hein, parce que j'ai du mal. Alors, approbation de l'acte constitutif et adhésion au groupement de commandes Solaire Dome. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique et notamment les articles L 2113-6 et L 2113-7 relatifs au groupement de commandes, considérant le schéma de transition énergétique et écologique STEE de Clermont-Auvergne Métropole adopté le 15 février 2019, considérant que les groupements de commandes permettant de coordonner et de regrouper les prestations afin de réaliser des économies d'échelle, ils permettent également d'obtenir des conditions plus avantageuses, tant économiquement que techniquement, dans les offres des entreprises. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de Gerza d'adhérer au groupement de commandes pour l'implantation d'une ou de plusieurs centrales photovoltaïques d'une puissance de 9 kW crête en toiture de bâtiments publics, et au sein duquel Clermont-Auvergne Métropole exercera le rôle de coordonnateur. Considérant qu'il appartiendra à la commune de Gerza, pour ce qui la concerne, de s'assurer de la bonne exécution des marchés conclus au titre du groupement, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe 01 de la présente délibération pour l'implantation d'une de centrales photovoltaïques de puissance de 9 kW crête en toiture de bâtiments publics et au sein duquel Clermont-Auvergne Métropole exercera le rôle de coordonnateur. D'approuver l'adhésion de la commune de Gerza aux 10 groupements de commandes pour l'ensemble des bâtiments publics identifiés et dont la liste figure en annexe 02 de la présente délibération. D'autoriser Serge Pichot, en sa qualité de maire ou son représentant dûment habilité, à signer le dit acte constitutif du groupement de commandes, à réaliser les demandes de financement auprès des cofinanceurs potentiels État, région, département, et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. D'autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés issus du groupement pour le compte de la commune. Et en cinquième, d'approuver le plan de financement prévisionnel suivant concernant la mise en œuvre des centrales photovoltaïques. Alors, nous avons à ce stade identifié les ateliers municipaux, le RAM, l'Office municipal des sports Fustier, le CCAS, le Clubhouse et la Martine. Donc, sur ces installations, il y a effectivement un plan prévisionnel qui permet de voir le coût de l'installation, les frais de raccordement inédits, celui du bureau de contrôle qui sont fixes à ce stade, le total d'investissement fait par la commune et une aide du conseil départemental qui reste bien sûr à préciser parce qu'il y a un arrêté qui est tombé très récemment et qui pourrait être remis en cause. Voilà, et vous avez le bilan complet. Sur la suite, je ne vais pas vous relire l'acte constitutif qui est assez long, bien évidemment. Voilà, je peux répondre à vos questions si vous avez des questions, bien sûr. Merci Raïssa. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. De voter. Qui est contre? Il y a une question là. Ah, C'est Chantal? Non, c'est Monsieur Lévy qui lève le doigt depuis un bon moment. C'est possible, monsieur le maire? Oui, merci. Il faut que vous nous précisiez comment vous voulez qu'on intervienne quand vous posez les questions, si on lève le doigt ou si on prend la parole comme ça. ben moi, je ne vois rien à l'écran, donc est-ce que... Ah, d'accord. Bon, ben, je me permettrai juste de faire une petite intervention orale alors pour vous. Hein. Alors, oui, là encore, c'est un excellent dossier. Moi, j'y souscris totalement. Je regrette simplement les points suivants. Le reste à charge qui nous est présenté est très clair. Bon, c'est une estimation, donc on sait que ça peut évoluer, mais au moins ça a le mérite d'exister. Par contre, nous n'avons aucune indication sur la rentabilité de cette opération. C'est-à-dire qu'on se propose d'investir 111 000 € hors taxe, j'arrondis les chiffres, mais on ne sait pas ce que l'on va en retirer.
Et quand on regarde le contrat qui nous est proposé en annexe, on se rend compte qu'à l'article 5.2, la revente de l'électricité, l'article 5.2, oui, merci de le mettre en évidence. Donc, c'est les obligations des uns et des autres. Donc, le 5.2, c'est l'obligation de la commune. On se rend compte que chaque membre est chargé de prendre contact avec des acheteurs potentiels d'électricité. Donc, la question, elle est très simple, c'est est-ce que ces contacts ont déjà eu lieu et si oui, quelles sont leurs perspectives? On a quand même plusieurs sites qui sont envisagés avec 9 kW crête pour chacun d'entre eux ou pour la plupart d'entre eux. Donc, ça fait quand même une quantité d'énergie non négligeable avec un investissement, je le répète, de plus de 111 000 € pour le reste à charge. Et donc, quelle garantie a-t-on par rapport à la rentabilité de cette opération? Quand je parle de rentabilité, je parle bien évidemment pas de bénéfices, mais je parle de retour sur investissement. Raïssa, tu veux répondre ou je le fais? Alors, tu peux répondre, moi j'ai quelques éléments, mais je te laisse commencer et je compléterai si attends. Pour ce qui est du rachat d'énergie, donc la contractualisation se fait avec Engie sur la base d'un prix qui serait garanti sur une période de 20 ans. Et sur la base des estimations que nous a fournies la DUM, on serait sur un taux de retour sur investissement entre 15 et 20 ans. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions sur ce rapport? Ok, merci pour ces réponses. Et sachant qu'il reste à charge pour l'instant, il ne tient compte que de l'aide du conseil départemental, mais il pourrait a priori d'autres démarches de recherche de financement entreprendre auprès de l'État et éventuellement du conseil régional. Donc je mets ce rapport aux voix qui est contre. J'avais une remarque à faire. Alexandre, pareil, j'ai levé la main, mais je peux comprendre que via informatique, ce ne soit pas forcément évident. C'est pour ça que je me permets. En fait, nous, aujourd'hui, notre petit groupe, on va s'abstenir sur ce sujet parce que, comme on l'a dit initialement, c'est un projet, je pense, que l'on aurait pu initier en interne par la mairie pour avoir nos propres retours sur investissement et non passer par des sociétés, malheureusement, dans lesquelles, quand j'avais cherché à l'époque leur historique, leur fiabilité et tout ça, c'était quasiment très, très, très maigre, où il n'y avait quasiment rien derrière. Et c'est pour ça que je me suis dit, quitte à prendre autant de risques d'investissement, mais il valait mieux le faire pour nous, parce que c'était une idée qu'on avait lors de notre programme. C'est pour ça que si on s'abstient sur quelque chose que l'on avait mis dans notre programme, c'est pas qu'on est contre le projet, c'est que si ça avait été nous qui l'avions fait, on l'aurait porté de bout en bout en étant réalisateur et non collaborateur, entre guillemets, du projet. Alors, je me perds. Pour l'instant, il n'y a pas de société identifiée, puisque ce qui est proposé, c'est d'adhérer à un groupement de commandes, donc qui va faire qu'à l'échelle de la métropole, il y a plusieurs communes, c'est celles qui sont signataires de la convention, qui choisissent de se regrouper pour acquérir le même matériel. Mais pour l'instant, il n'y a pas de société identifiée. Par contre, effectivement, après, on ne sera pas en autoconsommation, on sera en revente d'électricité. Et là, il y a l'acheteur a été identifié. On n'est pas dans la même configuration que l'autre projet sur lequel on sera associé, qui est porté, lui, par une société, et c'est le projet Ambrière d'Auvergne. Ah, j'ai confondu alors, excusez-moi. Je croyais que je me suis trompé entre les deux projets. Voilà. Et là, par contre, la garantie, c'est que l'électricité produite qui sera rachetée par Engie, elle le sera sur la base d'un tarif qui sera garanti sur 20 ans. Voilà. Donc, je vous propose de voter ce rapport. Qui est contre? Alors, on ne voit pas de main. Donc, si personne ne parle, c'est qu'il n'y a pas de vote contre. Qui s'abstient? Otélinda. Oui, Alexandre. Chantal. Et Chantal. 3 abstentions. Très bien. Ok, je vous remercie. Le rapport suivant. Rapport numéro 3, approbation de la convention d'adhésion au service commun d'autorisation des droits des soldes.
Donc, la convention d'adhésion au service commun d'autorisation du droit des sols, ADS, arrive à échéance le 31 octobre 2021. Il convient de procéder à son renouvellement pour les 16 communes de la métropole qui ont fait le choix de confier l'instruction de leurs actes d'urbanisme à ce service commun. Cette convention, dont la durée est d'une année, intègre les obligations en matière de dématérialisation du dépôt des actes. Aussi est-il proposé de proroger pour une année, en termes et coûts identiques, la convention d'adhésion actuellement en vigueur. Concrètement, la convention définit les modalités opérationnelles et financières tant de l'instruction des actes que de la mission contrôle de conformité des autorisations d'urbanisme. Elle précise également la répartition des tâches incombant au service commun et celles qui demeurent de la responsabilité et de la compétence des communes. S'agissant du coût lié au pôle d'instruction des actes, il est impacté aux communes adhérentes via un prélèvement sur l'attribution de compensation correspondant aux charges liées au fonctionnement du service. Il s'établit sur la base du coût de fonctionnement complet du service pondéré par le nombre d'actes d'urbanisme instruits en fonction de leur nature, permis de construire de niveau 1 à 4 selon leur complexité, déclaration préalable, etc. Déposé au cours de l'année considérée et enregistré par le service instructeur. Il est également précisé qu'en cas de défaillance constatée dans l'instruction de dossier, dès lors que la défaillance relèvera d'une problématique de sécurisation juridique de l'acte produit, pouvant conduire à remettre en question sa légalité, les coûts de l'acte ne sera pas facturé à la commune. Pour 2022, le coût est inchangé et est identique à celui appliqué depuis 2018. Le détail du coût des actes est joint en annexe 1 de la convention. Le prélèvement sur l'attribution de compensation sera calculé sur un nombre d'actes prévisionnels à réajuster. Quant au coût lié à la mission portant sur le contrôle de conformité des autorisations d'urbanisme, ils viendront également en déduction de l'AC en année L+1 selon le niveau de service effectivement réalisé. Cette mission spécifique est identifiée à part pour limiter la facturation de ce service aux seules communes demandeuses. Le coût forfaitaire journalier pour la mission de contrôle s'établit pour 2022 à 230 € TTC. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la convention d'adhésion au service commun d'instruction des autorisations du droit des sols, d'approuver les modalités financières relatives à l'instruction des autorisations du droit des sols et la possibilité de réaliser les coûts des actes par voie d'avenant, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et tout autre permettant sa mise en œuvre. Pour Gersa, pour information, pour Gersa, le coût du service ADS pour 2021 est estimé à 37 391. Merci Philippe. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Donc, je vous propose de l'adopter. Qui est contre? Pas de vote contre. Qui s'abstient? Une date de matin. Alexandre? Oui. Oui. Abstention également? Oui. Chantal? Non, non, pas d'abstention. Pour 2 abstentions. Merci. Rapport numéro 4, signature de la convention avec Clermont-Auvergne Métropole concernant le plan intercommunal de sauvegarde. Je donne la parole à Pierre. Alors, la signature de la convention avec Clermont-Auvergne Métropole, plan intercommunal de sauvegarde. Risque inondation et plan intercommunal de sauvegarde. L'agglomération clermontoise a été identifiée par arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2012 comme territoire à risque inondation important, les TRI. En effet, ce territoire est l'un des plus exposés au risque d'inondation avec plus de 34 000 personnes et 40 000 emplois situés en zone inondable pour une crue centennale. Cela concerne les bassins versants du Béda et de la Tirtaine et de l'Artière. C'est pourquoi, en application de la directive inondation, Clermont-Auvergne Métropole a élaboré avec les parties prenantes, État, communes, associations, une stratégie locale de gestion des risques d'inondation, comprenant un diagnostic du territoire et un plan d'action de prévision, prévention et protection contre les crues. Cette stratégie, approuvée par un arrêté préfectoral le 9 janvier 2017, est mise en œuvre via un contrat avec l'État nommé Programme d'action et de prévention des inondations, le PAPI. Attention.
proposant un plan d'action pour la période 2018-2021. Clermont-Auvergne Métropole anime la mise en œuvre de ce programme sur son territoire. Parmi les actions du PAPI d'attention figure l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde PIX. La loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile instaure en effet le PIX, qui peut être établi par des intercommunalités à fiscalité propre, leur permettant de définir une organisation pour la gestion de crise. Modalité de travail pour l'élaboration d'un PIX. À la suite des transferts de compétences et de personnel et du passage en communauté urbaine puis en métropole, la mise en place d'une organisation de gestion de crise au sein de la métropole en appui de celle des communes apparaît nécessaire. En effet, bien que la plupart des communes du territoire aient mis en place des organisations de gestion de crise, elles ne disposent plus toujours des compétences techniques, des moyens humains et matériels pour assurer leur mission de sauvegarde de leur population. Plan intercommunal de sauvegarde PIX. Par délibération du 20 décembre 2019, la métropole a adopté le PIX et une convention de mise en œuvre a été élaborée et est annexée à la présente délibération. Ce PIX n'a pas vocation à remplacer les plans communaux de sauvegarde, mais a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles la métropole pourra venir en aide aux communes confrontées à un événement majeur et qui en feront la demande. Il définit l'organisation de la cellule de crise métropolitaine en précisant son rôle, apporter aux communes impactées les moyens humains, matériels et techniques dont la métropole dispose et coordonner l'envoi de ces moyens sur le terrain si plusieurs communes sont concernées. 2. Sa composition. Le DGS ou un de ses adjoints en fonction de la disponibilité et de la nature de l'événement, un ou plusieurs cadres de la direction de l'espace public et de la proximité, DEP, de la direction de l'ingénierie, de l'aménagement et de la mobilité, DIAM, et de la direction du cycle de l'eau, DCE. Les modalités d'activation de la cellule de crise métropolitaine. Dès qu'une commune active son poste de commandement de crise, elle devra en informer la métropole via la direction générale ou le DGA d'astreinte. Le numéro du téléphone d'astreinte devra être communiqué aux communes membres. Une phase de concertation avec les communes impliquées pourra alors avoir lieu afin de déterminer le niveau d'intervention de la métropole. Sa localisation. Si une seule commune est impactée, les cadres métropolitains rejoindront le PC de celle-ci. Si plusieurs communes sont concernées, il est proposé que le PC, le mieux adapté à la situation, héberge la cellule de crise métropolitaine afin de limiter le nombre de centres décisionnels et de le rapprocher du lieu de l'événement. En effet, lors d'une crise majeure, plusieurs dispositifs sont activés sur le terrain, en préfecture et dans les communes impactées. Parmi les principales difficultés figurent la communication et la coordination entre ces différents dispositifs. La Convention formalise les modalités de mise à disposition des moyens humains et matériels de la métropole au bénéfice des communes. Il est proposé au Conseil municipal de valider le principe d'adhésion au plan intercommunal de sauvegarde PIX si annexé, d'approuver les termes de la convention type de mise en œuvre du PIX au bénéfice des communes si annexées, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions de mise en œuvre du PIX avec l'ensemble des communes du territoire. Merci Pierre. Y a-t-il des questions sur ce... Oui, s'il vous plaît. Oui. Je peux intervenir, merci. Là encore, on a, je trouve, un très bon dossier qui permet effectivement de pouvoir mettre en œuvre la solidarité métropolitaine en cas de crise grave. Et la métropole nous propose un dispositif qui est bien structuré et qui montre que l'on pourra compter sur les moyens de notre PCI. L'observation que je ferai porte simplement sur
l'implication de notre commune dans le cadre de ce PIX. Dans ce rapport, vous avez une fiche 6 qui détaille les moyens mis à la disposition de cette cellule par l'ensemble des collectivités. Et toutes les communes sont listées, mais seules les communes de Clermont-Ferrand et les communes de Cournon présentent les moyens qui seront mis à la disposition, qui sont disponibles, et les autres communes ne présentent rien du tout. Donc la question que je pose, c'est est-ce que cela veut dire que nous, dans le cadre de ce dispositif de solidarité intercommunale, on envisage d'apporter aucune aide particulière, ou est-ce que simplement on n'a pas encore défini les moyens qu'on entendait mettre en œuvre en cas de crise majeure intéressant une ou plusieurs communes? Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette fois-ci, porte sur l'article 6 de la Convention. Si on peut le mettre à l'écran. L'article 6 de la Convention qui évoque les conditions financières. J'attends que le rapport apparaisse. Article 6. Voilà, conditions financières. Là, on a affaire à une toute petite phrase très simple. Des modalités de remboursement réellement engagées par la métropole dans le cadre de la gestion de crise pourront, le cas échéant, être envisagées en concertation avec là où les communes concernées. Donc, d'une part, cet article prévoit que seule la métropole serait susceptible d'apporter des moyens, ce qui n'est pas évident, et Cournon, d'ailleurs, présente un certain nombre de moyens qu'ils envisageraient de mettre en œuvre. Et d'autre part, ces modalités ne sont pas définies, au moins sur le plan théorique. Est-ce que c'est à prix coûtant? Comment les modalités de calcul seront définies? Tout ça, ça n'est pas précisé. Et donc, je trouve ça dommage parce qu'en cas de crise majeure, on sait très bien que des moyens importants vont être dégagés et derrière, eh ben, il va falloir savoir qui va payer et comment on va pouvoir payer. C'est pour ça qu'il est précisé dans l'article 6 que ce serait envisagé en concertation avec là où les communes. Ça veut dire qu'il n'y a rien de prédéfini. Oui, non, mais ça, je l'ai bien lu. Mais le problème, ça veut dire qu'on fait un blanc-seing quelque part et qu'on soumet tout à la concertation, quoi. En sachant que quand Gersa va devoir négocier avec la métropole, ça ne sera pas tout à fait le même rapport de force. Donc, il est dommage, je trouve, que cette convention n'encadre pas davantage les choses. Mais bon, ce n'est pas dirimant, mais je trouve que c'est vraiment dommage. Alors, sur le premier point, là, sur le tableau, il est précisé en rouge au-dessus du tableau que c'est à compléter. Donc, ça sera complété sur les moyens que peut mettre en place la commune et les autres communes d'ailleurs. Je trouve que le recensement a peut-être été plus rapide à Cournon, mais dans notre cas, on va bien mettre un certain nombre d'éléments aussi. Voilà, et sur le deuxième, donc on a remis à jour le plan communal de sauvegarde. Donc, dans notre plan communal de sauvegarde, on a aussi un certain nombre de moyens qui sont mis en place. Donc, s'il devait y avoir une crise majeure, l'organisation du PIX n'empêche pas que de notre côté, nous ayons notre... C'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent que le centre névralgique sera au plus près de la crise. Donc, si ça touchait vraiment principalement l'ERSA, il y a un empêche que ce soit chez nous et qu'on voit les apports de notre plan communal de sauvegarde et du PIX ou l'inverse. Et quant à savoir... il me semble que quand même la plupart des moyens sont métropolitains. Hein, c'est pour ça que même si nous, on dira on apporte tant de barrières et tant de véhicules, il ne fait pas de doute que la majorité des moyens seront mis en place par la métropole. Ça fait à mon avis. Si on avait essayé de définir mieux comment on pouvait y avoir une répartition des coûts, on aurait forcément rendu des choses complexes et incomplètes.
Donc, je pense que de dire que c'est une concertation qui va le déterminer a posteriori, c'est aussi bien, puisque à la métropole, on doit travailler aussi en concertation. Merci Pierre. Sur le deuxième point, je peux l'entendre, je suis simplement prudent. Sur le premier, par contre, je pense que c'est réellement dommage que la commune de Gerzat n'ait pas défini de manière plus rapide les moyens qu'elle entendait mettre en œuvre, ne serait-ce que, là encore, pour l'information du conseil municipal. Je pense que nous avons le droit au conseil municipal de savoir quels sont les moyens qu'on est capable de mobiliser et que l'on entend mobiliser dans le cadre de la solidarité métropolitaine. Je pense que délibérer sur ce type de rapport aurait mérité qu'on puisse délibérer en toute connaissance de cause, y compris sur l'ensemble des moyens qu'on entend mettre en œuvre. Voilà, c'est Proposé, c'est le PIX. Pierre l'a rappelé, nous, notre PCS, il est en cours d'actualisation. Il y a une présentation, j'ai vu Gérard Franche, avec lequel on travaille sur la réactualisation de ce document. Cet après-midi, on a fait le point sur le calendrier de mise en œuvre. Il y a une présentation qui sera faite au printemps prochain en conseil municipal. C'est Gérard qui viendra la présenter. Voilà. Donc, le moment venu, on aura tous les éléments. Et on sera en capacité aussi, au vu du travail qu'on est en train de faire avec Gérard, de renseigner le tableau qui viendra, qui sera annexé à la convention du PIX. Voilà. Non, mais moi, je ne confonds pas le plan communal de sauvegarde, où là, effectivement, on a l'obligation de définir les moyens dont on dispose pour traiter nos propres problèmes à l'intérieur de la commune, du PIX, qui, lui, est une démarche métropolitaine de solidarité et qui vise à définir les moyens que nous, commune de Gerzat, on est prêt à mettre en œuvre dans le cadre d'une crise majeure qui nécessiterait une intervention de plusieurs communes. Hein. Je fais bien la différence, monsieur Pichot, et je ne confonds pas les deux choses, moi. Hein. Ce sont bien deux choses différentes. Alors, ceci dit, quand je regarde le tableau et je vois la précision de ce qui a été mis par Cournant, des véhicules et des barrières, si vous voulez, on peut dire que le tableau est rempli pour Gerzat, colonne 1 du personnel, colonne 2, des barrières et des véhicules. Voilà, et voire des lipicos s'il en faut. Donc, vous pouvez considérer que le tableau est rempli. Bien. Y a-t-il d'autres questions sur ce rapport? Pas de questions, donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention, donc ce rapport est adopté. Rapport suivant. Rapport numéro 5, dotation de solidarité urbaine 2019 et 2020, rapport annuel d'emploi. Et je donne la parole à Sylvain Témoyer. Merci. Dotation de solidarité urbaine 2019 et 2020. Rapport d'emploi, rapport des emplois. La loi numéro 91-429 du 13 mai 1991 a institué une dotation de solidarité urbaine, DSU, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Cette dotation est attribuée à les communes disposant d'un potentiel fiscal faible et d'un pourcentage élevé de logements sociaux. Elle a donc une composante sociale majeure. Elle est calculée chaque année à partir de quatre éléments suivants: le potentiel financier, la proportion de logements sociaux, la proportion de bénéficiaires des aides au logement, le revenu imposable moyen des habitants. Les articles 1111-12 et L 2334-19 du Code général des collectivités territoriales prévoient qu'un rapport retraçant les actions de développement social urbain doit être présenté au conseil municipal. Pour les exercices 2019 et 2020, la DSU attribuée à la ville de Gerzat s'est élevée respectivement à 424 384 € et 433 381 €. Ainsi, le rapport qui vous a soumis rend compte des principales actions menées dans le cadre de la politique sociale et urbaine de la ville. Donc, en investissement, dans quelques actions, si nous prenons la politique sportive, par exemple, en 2019, les travaux d'aménagement et de mise aux normes des bâtiments sportifs
autour de 86 000 € à peu près. Les travaux de rénovation du cours de tennis extérieur, 84 000 €. Le remplacement non courant de stade, 34 000 € à peu près. Matériel d'équipement sportif, 1 260 €. En 2020, nous avons des dépenses sur l'aménagement et la mise aux normes des bâtiments sportifs, 32 000, et la réfection de l'éclairage des gymnases, 20 000 à peu près. Au niveau de la politique scolaire, éducation et enfance, en 2019, nous avons l'acquisition de matériel pour les 3 groupes scolaires, matériel informatique, jeux et mobilier, 13 987 €. Nous avons travaux divers dans les différents groupes scolaires, câblage, informatique, sécurisation, ainsi de suite, 288 000 603 €. Et en 2020, nous aurons également des travaux divers de 37 956 €. Au niveau de la politique culturelle, je passe rapidement, matériel divers pour le théâtre en sol numérique, en 2019, 3 808, et en 2020, 2 494. Les travaux de construction d'une nouvelle école de musique, en 2019, 35 761, et en 2020, 715 350. Et le remplacement des véhicules, 15 000 en 2019 et 2 494 en 2020. Pour un total en 2019 dans la section investissement de 583 508 et en 2020 de 812 841 €. En fonctionnement, les actions menées portaient sur les actions dans le cadre du relais d'information jeunesse, le RIJ, et information et orientation des jeunes entre 16 et 25 ans. En 2019, 44 000 € à peu près, et en 2020, 55 000 €. Instruction et octroi des bourses au permis de conduire, 2019, 3 500 et 2020, 4 700. Soutien scolaire des collégiens et lycéens, 8 075 en 2019 et 6 507. Accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi, 17 447 en 2019 et 15 365 en 2020. Et pour le programme territoire zéro chômeur, pour le chargé de mission, on a 33 800 € en 2020. Et la participation à l'action sociale de la commune, pour la subvention de versement de la CCS, elle est de 300 000 € chaque année. Donc, ça fait un total en fonctionnement de 373 416 € en 2019 et de 412 044 en 2020. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du rapport d'emploi de la DSU pour les années 2019-2020. Voilà. Il y a des questions, des précisions. Une question. Moi, j'ai une question sur le soutien scolaire de collégiens lycéens. Pourquoi que ça a diminué? Pourquoi que le montant du soutien scolaire aux collégiens lycéens a diminué comme ça? Cause Covid? Ah, que ça, d'accord. Ok, merci. D'autres questions sur ce rapport? Oui, Alexandre. En fait, c'est vrai que nous, c'était la chose qui nous avait interpellés parce que sur le fait qu'il y ait eu le Covid où il y avait eu moins de monde, c'est la question qu'on s'était posée, c'est de se dire, dans ces moments où il y a moins d'interaction avec les professeurs et tout ça, le fait d'avoir des aides, en général, ça devrait être plutôt l'inverse, mais c'est vrai que qu'il y avait moins de demandes ou est-ce qu'il y a eu une demande qui a été proposée ou est-ce que vous avez constaté un affaiblissement au niveau des gens qui faisaient des demandes? Il y a eu des périodes de confinement. Il y a eu les périodes de confinement et puis l'interaction entre les gens est interdite. On n'avait pas le droit. Il y a certains cours qui ont été suspendus parce que ce n'était pas possible de se mélanger. Surtout qu'en plus, je veux dire, ça peut mélanger des collégiens, des lycéens de différents niveaux alors qu'il ne faut pas faire de brassage. Donc, pour éviter le brassage, il n'y avait pas de cours. Après, j'entends. Oui, non, mais c'est parce que pareil, après je me dis, comme il y a des moyens comme aujourd'hui, comme Zoom, qui existent, c'est vrai que si ça pouvait être des solutions pour l'avenir. Il y en a eu, mais après peut-être que les parents aussi, enfin voilà, ne pouvaient pas faire ça en juge. Voilà, il y en a eu moins. C'est notre question, c'est pour ça. C'est notre question en fait. Comme on ne sait pas, on demande tout simplement. À titre de précision, il faut rappeler que la dotation que touche la ville de 424 000 en 2019 et de 343 000 en 2020, si vous constatez les totaux dans les tableaux, on peut dire que l'on dépasse largement
cette subvention. Et cette subvention est une subvention de péréquation, une subvention de péréquation que nous touchons, qui est l'une des trois que nous touchons, qui arrive la DSR, la DSR, la dotation de sécurité rurale, et la dotation nationale de péréquation. Donc, ça fait une de ces trois, et ce mode d'emploi montre l'effectivité de son utilisation. S'il y a des questions, on a pu aider. Bien, donc c'est un rapport qui ne suppose pas d'être voté, c'est un rapport que vous avez donné pour information. Ensuite, le rapport numéro 6, donc si le rang est toujours, mission numéro 3, budget principal. Décision modificative numéro 3 du budget principal. Pour faire suite aux besoins intervenus au cours de l'année 2021, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter les modifications des crédits suivants. 2. Section de fonctionnement. En dépenses, nous avons un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc, c'est une demande de la trésorerie pour faire ce dégrèvement. En section de fonctionnement, en recette, cette fois-ci, nous avons une compensation de cette exonération à taxe d'habitation de moins de 234 000 et également une rectification d'imputation de 235 000. Il faut dire qu'avant la réforme de la taxe d'habitation, nous ne percevons plus ce type de compensation. Elles sont intégrées dans le coefficient correcteur, qu'on appelle également le COCO. Avec la réforme de la TH, toutes les compensations sont désormais versées au titre de compensation de taxes foncières. On a donc plus une erreur d'imputation budgétaire. Au niveau de la section d'investissement en dépenses, nous avons une subvention d'équipement versée de 60 570, qui est une extension de la bibliothèque avec la CAN. Donc, avance versée sur commande d'immobilisation, vous voyez qu'elle est retirée, puisqu'il y a également eu une erreur d'imputation. Ici, ce n'est pas une avance, mais c'était plutôt un fonds de concours. Donc, on a corrigé cette erreur d'imputation. Également, nous avons une concession et droit similaire, ici de 5 500 €. C'est l'acquisition de licence 4. Licence 4 qu'on a acquise. Qui fait avec les erreurs d'imputation et la rectification, ça fait, par la section d'investissement, moins 60 570 €. Et cela est intégralement compensé en recette avec une avance versée sur commande d'immobilisation corporelle, c'est une annulation d'écriture d'ordre également de moins 60 570, ce qui donne ici un équilibre des deux sections. Voilà. Les questions. Y a-t-il des questions? Pas de questions sur ce rapport? Je vais le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. On suit dans le rapport numéro 7, information sur les marchés publics. Donc, ça concerne des équipements en lien avec l'enfance et la jeunesse. Minalo. Dans le cadre de la délégation que vous avez consentie à M. le maire, la délégation du 10 juin 2020, je vous informe qu'il a signé selon la procédure adaptée les marchés suivants. Alors, travaux de transformation d'un local technique en local pour les jeunes. Donc, je vous ferai grâce de montant de taxes. Donc, lot 1, démolition mer d'Écosse pour 74 384,36 €. Lot 2, charpente métallique, société EGCM pour 20 672 €, 23 670 €. Lot 3, couverture et bardage, FCI pour 31 646,12 €. Lot 4, menuiserie extérieure, c'était SMSL pour 24 567,24 €. Lot 5, serrurerie, BP métallerie pour 22 475,28 €. Lot 6, plâtrerie peinture Auvergne décor pour 35 251,42 €. Lot 7, menuiserie intérieure antique Auvergne pour 19 391,63 €. Lot 8, sol souple, groupe Bernard pour 13 869,48 €. Lot 9, électricité, Vomiro pour 18 693,02 €. Lot 10, plomberie, ventilation, froid climat Auvergne pour 22 474,62 €. Au total de l'opération, 286 415,17 €.
Ensuite, fourniture et installation d'écrans numériques interactifs et ordinateurs dans les groupes scolaires de la ville de Germain. Accord cadre avant commande montant maximum. Donc, lot 1 ENI, la société Pauvrin pour 180 000 euros. Lot 2 ordinateurs par la société Style Plus pour 24 000 euros. Et enfin, mission de programmation en vue de la rénovation énergétique du groupe scolaire Jules Ferry et de la rénovation extension de la cuisine centrale, société Acoba et AES. Donc, la tranche ferme pour 29 412 euros et la tranche conditionnelle pour 25 992 euros. Donc, pour un total de 545 819,17 euros. Merci Sylvie. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît. En ce qui concerne les écrans numériques, donc j'imagine que c'est le premier lot qui doit être à 180 000 euros. Ça représente combien d'écrans numériques? Et la même question pour les ordinateurs. Alors, ça correspond à 42 écrans numériques interactifs, donc un par classe, que ce soit élémentaire ou maternelle, dans nos 3 groupes scolaires. Excuse-moi Sylvie, j'ai pas entendu ta réponse. 42. 42 quoi? ENI. Écran numérique interactif pour toutes les classes de toutes les écoles élémentaires et maternelles de la ville de Germain. D'accord. Donc c'est 42 écrans numériques, c'est ça? Et en ordinateur, il y en a combien? Alors, pour l'instant, on a pris un marché à bon de commande relativement large. On a pris un marché à bon de commande relativement large. On ne sait pas exactement combien on va en utiliser. On en utilisera peut-être aussi pour les services municipaux parce que le tarif était relativement intéressant. Et l'idée, c'est d'en mettre à peu près 2 par école pour l'instant, dans un premier temps. Donc, on n'ira pas au bout du marché, on n'ira pas au maxi du marché à bon de commande. Donc les 24 000 euros, c'est le montant maximum du marché à bon de commande. Exactement, oui, c'est ça. D'accord. Et qui a été calculé grosso modo pour combien d'ordinateurs, vous avez une idée? Je ne suis plus en tête, mais on a des tarifs qui sont relativement intéressants. Je crois qu'on sort des ordinateurs entre 300 et 400 euros hors taxe. Donc, voilà, si on multiplie tout ça, on a à peu près autant d'ordinateurs que de NI, calculé. Et on n'ira pas au bout. Ok. Je reviens aux écrans numériques. Ça, c'est le montant, mais c'est de la fourniture ou c'est fourniture et pause? Tout est compris, logiciel, pause, installation. Il y a des tableaux blancs qui sont rajoutés autour. Il n'y aura pas de frais supplémentaires. Là, tout est compris. Tout est compris dedans, il n'y aura pas de frais complémentaires. D'accord. Il n'y aura pas de frais complémentaires. Merci. D'autres questions sur ce enveloppe? Donc là aussi, ça veut dire donner pour information, donc il n'y a pas de vote. Donc nous en avons fini avec le chapitre finance et comptabilité. Nous passons au chapitre personnel, rapport numéro 8, et l'organisation du temps de travail et passage au 807 heures annuelles. Je redonne la parole à Pierre Montagnon. Alors, on vise dans la première partie le Code général des collectivités territoriales, la loi du 26 juin 1984, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47, le décret du 26/11/2004 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, et notamment son article 3, et vu l'avis du comité technique du 17 décembre 2021, je me permets de vous signaler que le vote du comité technique a été l'unanimité. Le contexte, donc l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail. La durée du temps de travail doit être harmonisée à 1607 heures pour l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, les collectivités territoriales disposent d'un délai d'1 an à compter du renouvellement de leur assemblée délibérante pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier, suivant leur définition,
soit le 1er janvier 2022. La définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année. La durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Ce principe d'annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions des fonctions exercées. Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif, de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et de le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. De maintenir une rémunération identique tout au long de l'année, c'est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées. La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires, calculées de la façon suivante. Nombre de jours total sur l'année, 365. Repos hebdomadaire, 2 jours fois 52 semaines, égale 104. Congé annuel, 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, égale 25. Jours fériés, 8. Nombre de jours travaillés, c'est la soustraction, donc ça donne 228. Nombre de jours travaillés multiplié par 7 heures, 1596 arrondi à 1600. Plus la journée de solidarité, donc ex-lundi Pentecôte, plus 7 heures égale 1607 heures. La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes. L'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures. Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum. Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. Alors, la méthodologie et les concertations, les modalités d'aménagement du temps de travail en vigueur dans les services de la ville et du Centre communal d'action sociale doivent donc être adaptés à l'évolution de la réglementation sur le temps de travail. Les enjeux de cette réforme pour la collectivité sont pluriels. Un enjeu réglementaire sur l'obligation pour la ville et le CCAS de respecter la durée annuelle légale de 1607 heures, à laquelle la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne permet plus de dérogation, fin des congés extra-légaux, tout en permettant aux agents de conserver un nombre de repos équivalent. Un enjeu de maintien et de qualité du service public en adaptant l'organisation du temps de travail aux attentes des agents et des usagers dans un souci collectif d'efficacité de l'action publique territoriale et du service public. Un enjeu de garantie de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Sa mise en pratique au quotidien constitue en effet un des facteurs garantissant pour l'ensemble des agents qualité de vie au travail, motivation et efficacité.
Dans ce cadre, la collectivité a souhaité qu'une démarche participative soit mise en œuvre conformément aux engagements pris en comité technique. Une procédure a été mise en place avec des réunions avec les chefs de service et synthèse des propositions par service. Un comparatif des pratiques d'autres collectivités, des négociations avec le groupe de travail issu du comité technique, un questionnaire à l'attention des agents non annualisés proposant 3 cycles de travail, des rencontres individuelles des chefs de service avec le premier adjoint, des rencontres collectives entre élus et chefs de service. À l'issue de cette procédure de concertation, ont été arrêtées les durées hebdomadaires de travail pour les services non annualisés, ainsi que les nouveaux cycles réguliers ou variables, avec la possibilité de travailler sur 5 ou 4 jours et demi par semaine, et le principe de l'annualisation pour les autres services. Enfin, la pause des jours de RTT pourra se faire de manière annualisée et libre. Toutefois, comme cela se pratique actuellement, certains RTT pourraient être imposés en cas de pont, avec fermeture des services après validation du comité technique. Un comité de suivi sera institué avec les membres du comité technique pour évaluer la mise en œuvre du dispositif et proposer les évolutions nécessaires. Une révision de ces dispositions sera réalisée au plus tard au cours du premier trimestre 2023, soit 1 an après la mise en œuvre. Elle inclura notamment un bilan évaluation des cycles horaires, des suggestions particulières et des critères qui pourront être revus et ou approfondis si cela s'avère nécessaire. Les horaires variables nécessitant l'acquisition d'une badgeuse donneront lieu à une période d'expérimentation pour 1 an. À la fin de cette période, une évaluation sera mise en œuvre et portera sur la satisfaction des usagers et la bonne organisation des services. Impact de la mise en place des 1607 heures et nouvelles durées hebdomadaires du temps de travail. Dans la mesure où il ne repose sur aucune base légale, les jours de pont, jours d'humeur, jours de fête et jours d'ancienneté ne sont plus déduits du temps de travail. Au vu des éléments exposés ci-dessus, et pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des services, il convient d'instaurer des cycles de travail différents pour les services par le biais de l'annualisation ou l'augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail. Seront donc avec un cycle d'annualisation du temps de travail les services municipaux d'enfance-jeunesse, agents spécialisés des écoles maternelles, agents d'entretien des écoles élémentaires, le service restauration, le service culturel, les éducateurs des activités physiques et sportives et les services d'aide et d'accompagnement à domicile. 2 jours de fractionnement attribués systématiquement et déduits du temps de travail. Augmentation de la durée du temps de travail hebdomadaire. Pour les services administratifs, la durée hebdomadaire passera à 38h30, générant 21 jours d'ARTT. La police municipale, 37h30 avec 15 jours. Les ateliers municipaux, 37h30 avec 15 jours. Les agents d'entretien bâtiment, 37h avec 12 jours. Le relais information jeunesse, 37h, 12 jours. La crèche, 36h, 6 jours. Le relais assistante maternelle, 36h, 6 jours. Le CCAS, donc c'est une délibération du CCAS. On a le service administratif du SAD, 37h30, 15 jours. Le CCAS, service administratif, 37h30, 15 jours. Et le CCAS, service animation, 36h, 6 jours. Pour les services non annualisés, les jours de fractionnement sont des jours de congés accordés en plus des congés annuels sous certaines conditions, comme le précise l'article 1er du décret numéro 85 250 du 26/11/85 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. Organisation des nouveaux sites de travail. Les rapports des plannings de travail relèvent du périmètre de responsabilité de l'autorité territoriale. Ils sont établis dans le cadre d'échanges avec les agents en fonction des nécessités de service et sont soumis à l'avis favorable du directeur général des services et des élus. Journée de solidarité. La journée de solidarité instaurée pour assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et handicapées sera fixée en comité technique et donnera lieu à la réduction d'un jour de RTT ou d'un jour non travaillé pour les agents annualisés.
Règlement intérieur et charte des temps de travail. Le règlement intérieur de la collectivité sera modifié et viendra préciser les modalités de mise en œuvre par service. Il est demandé au conseil municipal d'acter la suppression de tous les jours de congé non prévus dans le cadre légal et réglementaire afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail et fixé à 1607 heures. L'adoption des durées hebdomadaires et du nombre de jours de RTT générés par service tel que présenté ci-dessus. L'adoption des modalités de prise en compte de la journée de solidarité. Merci Pierre. Y a-t-il des remarques, des questions, des observations sur ce rapport? Non? Très bien. Je vous propose d'en adopter les termes. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le passage aux 1607 heures est acté pour ce qui est de la mairie de Gerbois. Le rapport suivant concerne la création d'un poste d'adjoint technique en format parcours emploi compétences. Et je donne la parole, ça concerne le service culturel, à Christian Meilhac. Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leur établissement, prévoit l'attribution d'une aide de l'État. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Dans le cadre du renforcement du service culturel afin de permettre la continuité du service public, il est proposé la création d'un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences et la signature de la convention avec Pôle emploi dans les conditions suivantes. Compte tenu du poste, fonction de régisseur technique, régie technique, son, lumière des spectacles, accueil technique et logistique des spectacles en salle sur l'espace public, adaptation des fiches techniques, maintenance et rangement du matériel, gestion des studios de répétition. Durée du contrat 9 mois. Date du contrat 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Durée hebdomadaire de travail 35 heures. Rémunération SMIC. Merci Christian. Est-il des questions sur ce rapport? Oui, je voulais juste savoir qu'est-ce qui, avant ce contrat, existait. Est-ce que c'est une création nette? Est-ce que c'est un renouvellement qui ne dit pas son nom? Comment ça se passe? Un renouvellement. Il y avait un régisseur avant. Il y a eu une période sans régisseur avec la période Covid, puisque notre régisseur a eu plus de disponibilité. Et puis là, avec la reprise effectivement des activités culturelles, il fallait pallier au poste de régisseur. Voilà. Une des façons, la façon économique et efficace, c'est de passer par un emploi aidé, ce qui permet de soulager les finances de la commune. Parce que l'ancien régisseur, il était sous quel contrat? Et fonctionnaire. Il a pris une dispo. Ah d'accord, donc le poste n'est pas supprimé. Ben non. J'ai pas entendu la réponse, pardon. Non, il n'est pas supprimé. Donc on a un poste de titulaire qui aujourd'hui est vacant, c'est ça? Oui. Parce que son titulaire est en dispo. Oui. Et le jour où il va être réintégré, comment ça se passera? Il faudra réfléchir parce que de toute façon, ce titulaire-là ne peut pas tenir son poste à 100% de par son invalidité. Donc, il faut réfléchir si effectivement on le réintègre complètement éventuellement dans le poste de régisseur ou ailleurs. D'accord.
Bon, donc c'est quelque chose qui sera revu en temps utile quand il décidera de redemander sa réintégration. Personne décide d'abandonner puisqu'il est parti pour un projet professionnel. D'accord, ok. D'autres questions sur ce rapport? Pas de questions, je vous propose de voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant qui concerne renouvellement d'un poste d'adjoint technique également sur un contrat PEC. Et comme ça concerne la restauration municipale, je donne la parole à Sylvie Pinalo. Alors, je vous fais grâce au début de la lecture, puisque c'est la même que la déclaration précédente. Donc, afin de permettre la continuité du service public, il est proposé le renouvellement d'un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences et la signature de la convention avec Pôle emploi dans les conditions suivantes: compte tenu du poste, fonction ou service de restauration municipale, préparation des repas, transport et service de repas sur les différents sites, portage des repas à domicile, plonge, entretien du matériel et des locaux, réception et rangement de marchandises. Durée du contrat 6 mois. Date de contrat du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Durée hebdomadaire de travail 35 heures. Rémunération. Merci Sylvie. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions, je vous propose de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté. Rapport suivant, modification du tableau des effectifs, création de postes. Et là, ça concerne le Magicali, donc je vais demander à Véronique. Le contrat à durée déterminée. Mets ton micro, merci. Le contrat à durée déterminée d'un agent employé au service multi-accueil, le Magicali, arrive à échéance le 31 décembre 2021. Cet agent occupe un poste de titulaire libéré suite à un changement de service après une réorganisation interne. Afin de pérenniser la situation de cet agent contractuel, il convient de procéder à son embauche. Il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2022. Création, un poste d'adjoint technique à temps complet. À titre indicatif, cette nomination représente un impact financier estimatif supplémentaire d'environ 120 € brut par mois. Bien, merci Véronique. Oui, on va corriger les fautes d'orthographe qui sont dans la dernière phrase. Sylvie a dû s'endormir dans son écran. Sinon, elle aurait réagi. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Alors oui, au-delà des fautes de grammaire, mais qui c'est pas bien grave, je voudrais être sûr de bien comprendre. On avait donc un poste de titulaire sur ce poste qui a été libéré apparemment par le titulaire qui est parti dans un autre service. Et on se propose donc de recréer un poste d'adjoint technique pour occuper ce poste de titulaire. Donc, moi, je ne comprends pas très bien. Si c'est ça, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que ce poste de titulaire existe. Il n'a pas été supprimé par le conseil municipal. Donc, aujourd'hui, il doit être considéré comme vacant. Pourquoi on ne peut pas nommer la personne sur ce poste-là? L'explication est simple, c'est juste un jeu de chaise musicale. La personne qui était dans le service, elle est partie dans un autre service. Donc, il n'y a pas de poste qui était vacant, en fait. Donc, il n'y a pas de vacances. Donc, cette personne-là, qu'on va pérenniser là, était sur un contrat. Donc là, il y a bien lieu de créer un poste. Mais au niveau du service où elle était, au niveau de la crèche, on a un agent qui est parti dans un autre service et ça n'a pas libéré un poste statutaire. Oui, mais alors, son départ dans l'autre service, c'est donc accompagné du poste en question. Mais est-ce que ça a été présenté à l'époque au conseil municipal qu'on augmentait ce service d'un poste? C'est ça que ça s'est fait quand? Dans aucun cas, il y a lieu de le montrer au conseil municipal parce qu'il n'y a pas de création de poste. On emmène au conseil municipal quand il y a une création de poste. Là, on a simplement déplacé une personne et on a réadapté son poste en fonction de certaines contraintes.
Donc, par contre, on n'a pas créé de postes supplémentaires dans l'autre service parce qu'il y avait des contractuels et il y a des postes de contractuels qui ont été enlevés. Donc, c'est juste un jeu de chaise musicale. Là. Il y a un poste de contractuel dans l'autre service qui avait été supprimé. Sur l'ensemble du service, on a gagné un poste sur d'autres éléments. Donc, il n'y a pas de coût budgétaire supplémentaire, c'est juste un jeu de chaise musicale. Si ce n'est le fait qu'on passe d'un statut, celle-là, on la passe d'un statut contractuel à un statut de stagiaire. D'accord, ok. Merci. Merci Xavier. Y a-t-il d'autres questions sur ce rapport? Pas de questions, je vous propose de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté. Rapport numéro 12, modification du tableau des effectifs, transformation de postes, pérennisation. Et je donne la parole à Sylvie Pinalo. Le contrat de déterminé d'un agent employé au service restauration municipale arrive à échéance le 31 décembre 2021. Cet agent occupe un poste de titulaire libéré suite à un départ à la retraite en mai 2021. Afin de pérenniser la situation de cet agent contractuel, il convient de procéder à son embauche. Il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2022. Création d'un poste d'adjoint technique à temps complet et suppression d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet. À titre indicatif, cette nomination représente un impact financier estimatif supplémentaire d'environ 185 € bruts par an. Merci Sylvie. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce rapport? Mince. Merci. Mais mon micro est coupé. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Oui, excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi il y a un besoin financier supplémentaire alors qu'on crée un poste moins qualifié et apparemment qui aura aussi un indice moins élevé, puisque la personne qui part à la retraite a un traitement maximum, j'imagine, dans le cadre de son emploi, hein, bien sûr. En fait, c'est très simple, c'est parce que en fait, la personne a été contractuelle, donc elle a été payée sur un poste contractuel, donc contrat aidé, donc c'est-à-dire quasiment SMIC. Là, on reprend l'ancienneté et on la passe sur un poste de fonctionnaire, donc ce qui veut dire qu'elle a aussi du régime indemnitaire, ce qui fait qu'il y a une augmentation. Mais statutairement, on avait un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, et effectivement, vu qu'on l'embauche au bas de l'échelle, on crée un poste d'adjoint technique au plus bas de l'échelle. Donc, ce qui fait qu'effectivement, sur les postes, on crée un poste au plus bas. Et du fait que l'agent était contractuel, techniquement, ça nous coûte quand même 185 € de plus par mois parce qu'il y a le régime indemnitaire et la reprise d'ancienneté. On est censé économiser, par ailleurs, le traitement de la personne qui part à la retraite. Donc, c'est ça que je ne comprends pas très bien. En fait, on l'économisait déjà parce que la personne, on l'avait en contrat. Donc, non, mais on avait un adjoint technique principal. Et cet agent, en fait, il est parti en retraite depuis 1 an ou 2. Et sur ce poste-là, on avait mis un contrat. Ah, d'accord. Voilà. Oui, non, c'est ça qui. Ah si, pardon, c'est marqué en mai. Mais non, c'est mai 2021. D'accord. Oui, donc vous, en fait, vous avez fait la comparaison avec ce que cette personne coûtait en tant que contractuel. Voilà, c'est ça. D'accord. Si on veut être honnête et transparent, c'est ce qui nous semblait plus logique en termes de comparatif financier. Non, mais ok. Oui, non, je comprends la logique. D'accord. Moi, je raisonnais en fonction du poste d'adjoint technique principal, mais d'accord, ça marche. Xavier, j'ai une petite question. Tu peux nous expliquer la différence donc, entre temps complet et temps non complet pour l'augmentation? C'est pour ça que ça monte le prix. Il y en a un qui était avant notre poste, il était à temps non complet, c'est-à-dire que l'agent ne travaillait pas à 35 heures. On était sur un agent qui était à 28 heures, quelque chose comme ça. Maintenant, on est sur un temps complet, donc effectivement, ça coûte aussi un peu plus. Le poste est sur 35 heures.
Bien, si tous les éclairages nécessaires ont été apportés, je vous propose de voter ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté. Le rapport suivant, et c'est toujours Sylvie qui va nous en faire la présentation, puisque ça concerne le service municipal enfance jeunesse. Suite à la réussite au concours d'adjoint d'animation principale de deuxième classe de 2 agents du service municipal enfance jeunesse, il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2022. Création d'un poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps complet et d'un poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps non complet 33h25 hebdomadaires et la suppression d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet et d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet 33h25 hebdomadaires. À titre indicatif, ces nominations présentent un impact financier de 90 € brut par an. Pour les 2 agents. Pour les 2 agents. Merci Sylvie. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté. Nous passons au chapitre diverses. Dénomination, rapport numéro 14, dénomination d'un lieu. Et je donne la parole à Philippe. Pour rappel, il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales est principalement celle à caractère de rue ou de place publique et laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutée par elle-même. La route, ancienne route de Sébaza, voire le plan joint, n'a jamais été nommée de manière officielle. Afin de régulariser cette situation, il est proposé au conseil municipal de dénommer le lieu dont il est fait mention ci-dessus, ancienne route de Sébaza. Voilà, le but étant de mettre en adéquation officielle avec l'usage. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché d'autres noms particuliers. Merci Philippe. Y a-t-il des remarques, des questions? Donc, je vous propose de valider cette dénomination. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, la dénomination est adoptée. Rapport numéro 15, dérogation au repos dominical 2022. C'est Nassima qui... Oui. Nassima? Oui, vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc, dérogation au repos dominical, liste des dimanches autorisés pour 2022. Depuis l'adoption de la loi Macron du 6 août 2015, les communes ont la possibilité d'offrir aux commerces locaux 12 dérogations d'ouverture dominicale exceptionnelles. Cette disposition permet aux commerces d'augmenter les journées d'accueil des acheteurs et d'augmenter le chiffre d'affaires. Cette décision de principe doit être prise par le conseil municipal, puis faire l'objet d'un arrêté municipal. Considérant qu'en vertu de l'article L 3132-26 du Code du travail, le repos dominical peut être supprimé par décision du maire après avis du conseil municipal dans les établissements de commerce de détail pour un nombre de dimanches ne pouvant excéder 12 par an. Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. Il est proposé au conseil municipal, au titre de l'année 2022, une dérogation d'ouverture les 5 jours suivants. Dimanche 26 juin, dimanche 27 novembre, dimanche 4 décembre, dimanche 11 décembre et dimanche 18 décembre. Merci Nassima. Merci. Y a-t-il des questions? Ce n'est pas une question, c'est juste une observation. On est appelé à voter sur quoi, là? Sur le choix des dates. D'après le texte qui nous a été lu par Nassima, en fait, on a simplement un avis à donner, mais c'est vous qui prenez la décision, monsieur le maire, après notre avis. Donc, en fait, on donne un avis favorable ou défavorable, c'est ça? Oui. Ben, c'est pas si je veux, c'est qu'on nous dise la réalité.
Je dois être sûr de bien comprendre ce sur quoi on vote. Donc, qui est favorable à cette proposition? Non, qui est défavorable? Non, on va pas en sortir. Qui est défavorable? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est favorable. C'est parfait. Bien, nous en avons fini avec l'ordre du jour. Donc on va passer aux questions diverses. Vous avez donc une première série de questions qui concernaient le devenir du site Luxfer. Alors, il y avait une question qui avait trait à la pollution du site. Donc, s'agissant de ce point, il y a une étude qui est conduite par un cabinet privé sous la surveillance de l'ADEAL depuis le début de l'année. On a eu un premier rendu au début de l'été, puisqu'il y a une première série d'investigations qui concernaient des prélèvements faits sur l'eau potable. Là, pour le coup, les résultats sont avérés très rassurants, puisqu'il n'y a pas d'impact de pollution repéré sur le réseau d'eau potable. Il y a une série d'investigations complémentaires qui est entreprise depuis l'été, notamment sur la nappe phréatique, et qui a révélé la présence de produits chlorés. Donc, on a eu une restitution là, de cette seconde partie de l'étude vendredi après-midi dans le cadre d'une réunion qui était organisée sous l'autorité du préfet. Donc, ce qui a été décidé, c'est de poursuivre un peu plus avant les investigations, notamment sur un secteur qui est identifié comme étant dans le prolongement nord-est du site de Luxfer et sur un rayon de 600 mètres. Où là, donc les services de l'État vont travailler sur l'élaboration d'un courrier et d'un questionnaire qui sera adressé à tous les propriétaires qui sont sur cette zone des 600 mètres pour leur demander quel usage ils font, notamment est-ce qu'ils ont sur leur terrain la présence d'un puits et si oui, comment ils font usage de cette eau prélevée dans le puits, est-ce qu'on a la présence de piscine. Voilà, donc il y a une investigation complémentaire qui va être conduite et qui va donc concerner une enquête qui va être plus précisément menée en direction des habitants de cette zone-là. Voilà. Donc je vous en dirai plus, puisque là j'attends que les services de l'État nous fassent une proposition concernant le projet de courrier questionnaire qui sera adressé. Et je pense que je serai en mesure de vous donner une information plus complète. Cela, il faudra de toute façon que la mairie soit partie prenante de cette démarche d'information et d'investigation en direction d'une partie de sa population. Donc, je vous en dirai plus lors du prochain conseil municipal. Il y avait une deuxième question qui concernait le choix du foncier sur Sébaza et non sur Jarza. La raison, elle est toute simple. Hein. Alors déjà, c'est toute la commune qui a la main s'agissant du développement économique, puisque maintenant, c'est au niveau de la métropole que ces choses-là sont envisagées. On le fait de toute façon de manière concertée, hein, comme on le fait sur l'aménagement de nos zones d'activité. Donc en fait, le foncier a été trouvé sur ces bases-là, tout simplement parce que c'est sur ces bases-là qu'ils ont trouvé la surface dont ils avaient besoin pour l'implantation et la construction de cette nouvelle usine limitée de fabrication. Voilà. Après, se posera le moment venu la question de la reprise du site de Luxfer. Mais d'ores et déjà, puisque les représentants du groupe étaient bien évidemment présents lors de la réunion de vendredi, en fin de réunion, c'est un point qui a aussi été envisagé et le groupe est tout à fait partant. Alors, ils ont eux-mêmes de leur côté d'ores et déjà deux candidats potentiels qui se sont manifestés, mais après, les services de la métropole en charge de l'économie ne sont pas trop inquiets par rapport à la reprise du site, parce que visiblement, enfin, c'est pas visiblement, moi je constate qu'on manque de foncier pour accueillir les activités économiques sur le territoire de la métropole. Et du coup, dès qu'il y a du foncier qui se libère, généralement, il y a pas mal de candidats qui se positionnent. Pour information, le site de la sucrerie de Bourdon est sur le point d'être complètement repris. Il y aura plusieurs entreprises, mais voilà. On avait peur que sur Bourdon, on ait friche industrielle sur le bras. Ce ne sera pas le cas. Et a priori, ça ne sera donc pas le cas non plus pour ce qui est du Luxfer. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tes interrogations, Alexandre? Allez,
Alexandre? Ça ne passe plus pour Alexandre. Ah. Bon. Il y avait une autre question. Alors, qui nous était posée par Luc Lévy-Alvarez concernant l'état des travaux de voirie. Philippe? Oui, par rapport à la question, Luc, de manière opérationnelle, on n'a pas eu vraiment de soucis de réalisation des travaux qu'on avait programmés, qu'on avait demandé sur l'année. Un petit peu plus lent sur la partie administrative et études, je dirais, où là, c'est vrai qu'il a fallu relancer les dossiers, mais je dirais de manière, pas moins que Lionel ait des choses à ajouter, mais de manière opérationnelle sur la voirie, ça s'est fait assez normalement. Après, s'il y a besoin de plus de détails, je peux en fournir plus la prochaine fois, hein, mais de manière globale, c'est ce qu'on a. C'est ce que j'allais suggérer, Philippe. Est-ce qu'il serait possible, lors d'une prochaine séance du conseil municipal, d'avoir une liste des travaux qui ont été mis en œuvre au cours de l'année 2021 avec leur chiffrage, et puis d'avoir les perspectives pour 2022. Est-ce que c'est envisageable d'avoir cette communication? Oui, c'est envisageable. D'accord, je le prépare pour la prochaine réunion. Donc. Super, merci. Mais donc, je prends note que vous n'êtes pas plus inquiet que ça sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans les services techniques de la métropole. On ne fait pas partie, enfin, pour voir, moi, régulièrement avec les partenaires. Sur Jarza, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Il y a effectivement des secteurs de la métropole où il y a plus de tensions, mais nous, alors je ne sais pas si c'est lié au fait que dans le pôle de proximité, on est marié directement avec Clermont. Et quelque part, ça nous met dans une position plutôt avantageuse. Et voilà, moi, je n'ai pas constaté de dysfonctionnement pour ce qui est de notre collaboration avec les services de la métropole. Oui, enfin, l'espace vert, il y a eu d'autres points de tension, mais sur la voirie, en tout cas, voilà. Oui, je ne parle pas des travaux d'entretien courant, parce que là, moi, je ne suis pas informé de difficultés particulières sur les services de l'ADEP. Je pensais plutôt aux projets de travaux plus importants, notamment les travaux qui doivent être coordonnés entre l'assainissement, l'eau et la voirie à l'entrée de la ville. Bon, ça fait partie des chantiers qui étaient envisagés. Je ne sais pas où on en est. Je pense aussi à la rénovation de la rue Jules Guesde, de la rue. Je les confonds maintenant. Comment? Tu parles de la rue des Martyrs? La rue des Martyrs, celle-là, c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Non, je parlais d'une rue du centre. On a eu déjà une réunion avec la DCE et l'OSBL, par exemple, sur le timing, ainsi que d'autres rues. Donc là, la rue des Martyrs est un stade d'étude au niveau de la DIAM. Et disons que le dossier est parti là. Le dossier est parti. Je réserve 2023, a priori. 2023. On compte réaliser le projet à partir de 2023. Et pour les 10 rangs, c'est en juin 2022. Les quartiers des 10 rangs. Bien. Et nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc merci. Je vais donner peut-être la parole à la salle, savoir s'il y a des questions. Il me semble qu'il y en avait une. Oui, j'avais une question. Approchez-vous du micro, monsieur. Ah. L'avantage, c'est que je sais comment ça fonctionne. J'ai vu qu'au conseil communautaire de vendredi, il y avait un plan d'investissement, un PPI important de 1,4 milliard qui avait été prévu pour 2023. J'ai vu un certain nombre de chiffres, notamment 338 millions sur les espaces verts et voiries. Est-ce que tous ces plans-là ont été présentés dans les communes, ce qui a été inscrit pour leur commune?
Et précisément, par exemple, sur Jardin, est-ce que le contournement est inscrit? Ouest. Parce que bon, si c'est présenté, validé, voté en conseil communautaire, vous espérez que les élus, les adjoints participent à son élaboration. Alors, il y a eu une réunion très récemment concernant le projet de contournement ouest, qui d'ailleurs ne s'appelle plus contournement ouest. Moi, je ne pouvais pas être présent, mais Pierre Philippe, qui vous aviez été présent, donc je leur donne la parole. Donc, le projet de contournement ouest, les cartes ont été un peu rebattues par les objectifs un peu de verdissement, d'écologie, de préservation des milieux, etc. Du dogme qui se veut de ne pas être tout pour la voiture. Cependant, nous, on a présenté notre souhait assez ferme, parce que pour le moment, ils en sont qu'à une étude de faisabilité. Donc, on a rappelé que le projet de contournement ouest avait été présenté, nous, en détail, puisque tu avais même décidé le pont sur la voie ferrée. Donc, j'aurais rappelé ça en disant que ça paraissait assez indispensable et qu'il y ait au moins la partie entre la route de Sébaza et l'accès à l'autoroute qui soit maintenue, sachant que la percée du parc logistique jusqu'à la route de Sébaza ayant été faite vers chez Grelet, si vraiment on pouvait alléger, c'est peut-être dans cette partie-là qu'on n'a peut-être pas besoin de créer une route spécifique. Donc, pour le moment, ils en sont aux études. Hein, donc, il va y avoir maintenant une étude plus précise qui devrait nous être fournie. Donc, le projet n'est pas abandonné, mais il est modifié un peu. Bon, depuis 1977, du premier projet, il a été modifié plusieurs fois. Mais on ne désespère pas que cette dernière modification soit celle aussi de la réalisation. Alors, par rapport à ça, soyez très prudent parce qu'il y a déjà une étude avec l'agence urbanisme qui avait été faite. Hein, et qui avait validé ce projet sous l'ancienne municipalité. J'avais participé à cette étude-là. Et c'était quand même assez acté. Donc là, ils vont remettre encore une étude de faisabilité. Ils jouent un peu la montre. Non, là, on est bien conscient. D'ailleurs, on a intervenu assez instamment là-dessus. C'est-à-dire que nous, voir tout ça dans un projet global de mode doux, de changement climatique, ainsi de suite, on commence à nous présenter. Nous, on a intervenu de manière assez forte pour dire que nous, la solution, elle était sur un contournement tel qu'on l'avait défini auparavant, quelques années auparavant, pour soulager les habitants de Verdun, notamment Camitre Julienne. Et tout, voilà. Donc là, après, voilà. Dès l'instant où elle n'est pas inscrite dans la TPI, elle ne se fera pas. Non, bien sûr, mais c'est vrai que je suis d'accord. Elle ne se fera pas. Elle ne se fera pas dans la PPI telle qu'elle est programmée sur les années où elle défile. Ce n'est pas inscrit dedans, donc ça se fera pas. Oui, mais pour le moment, on n'est qu'en phase encore de. Oui, on ne peut pas lui mettre en phase puisque la phase elle a déjà été faite. Oui, mais si tu veux, à part de manière insistante, le dire dans ces conditions que nous, on souhaite ce projet et que ce qu'il nous propose. Il n'y a pas de version alternative, hein, mais si tu commences à nous dire ne nous convient pas, il ne réduira pas les circulations, au moins la limiter, on intervient dans ces conditions de manière, dans ce sens et de manière insistante. Quelquefois jugée un peu trop insistante d'ailleurs. Ok, merci. Bien. Pas d'autres demandes d'intervention dans la salle? Écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de soirée et de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Au revoir.